projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous regardons le défi de la formation des ingénieurs africains, alors même que des entrepreneurs audacieux comme notre invité bâtissent le futur industriel du continent. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Il est venu de la comptabilité et du contrôle de gestion en Inde pour révolutionner le modèle de développement en Afrique. Gagan Gupta est un orfèvre des partenariats publics-privés qu'il a pratiqués avec succès au Gabon dans l'agroalimentaire et les infrastructures. Aujourd'hui à la tête du fonds d'investissement Arise IIP, il étend son modèle de zone économique spéciale et de parc industriel au reste du continent. Il est notre invité du jour. L'objectif fondamental lorsque nous avons créé Arise était de relever 3 défis mondiaux. Le premier concernait le chômage, le deuxième l'inégalité des revenus et le troisième la préservation de la nature. Répondre aux défis énergétiques, agricoles ou sécuritaires de l'Afrique, c'est le rêve de ces jeunes étudiants en ingénierie à Douala. Je suis un passionné d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable. Et l'idée de créer une start-up dans ce domaine qui permettrait d'exploiter la puissance hydrographique de notre pays, plus globalement de la sous-région et du continent, serait quelque chose c'est une chose à laquelle j'aspire et dont je serais fier demain. Tous au sport, les salles de fitness se développent à toute vitesse à Pointe-Noire pour répondre à la forte demande de passionnés de l'activité physique. Je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. Je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile à plusieurs personnes. Entre la bonne santé des start-up africaines et les perspectives offertes par le traité de libre-échange continental dans le commerce et les investissements, l'Afrique a de plus en plus besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Mais où et comment former les ingénieurs du continent? C'est une question clé, y compris pour les universités européennes qui n'hésitent plus à multiplier les partenariats avec des campus africains. À Douala, au Cameroun, notre correspondant Maxime Parel est allé à la rencontre de ces jeunes ingénieurs de demain bien décidés à participer à la révolution des énergies renouvelables. Regardez. Nous avons, comme dit, l'aspect électronique ou génie. Kevin est un jeune étudiant en ingénierie option ingénieur généraliste parcours international et innovation. Pour tenter de vaincre la faim dans son pays, le Cameroun en particulier et en Afrique en général, ses camarades et lui, tous étudiants à l'Institut Université catholique d'Afrique centrale, groupe d'écoles d'ingénieurs françaises en abrégé UCAC-ICAM, viennent de mettre sur pied un drone que voici. Ce drone a la capacité de booster le développement de l'agriculture et bien plus. L'agroalimentaire est quelque chose qui fait partie de la culture du Cameroun aujourd'hui. C'est un élément fondement de notre économie. Et l'utilisation des matériaux ruraux ne permet pas d'atteindre les objectifs en termes de productivité et de compétition sur le marché. L'utilisation par exemple d'un drone est une solution à ce genre de problème. Nous avons également pensé que le drone serait adapté pour, comme nous l'avons dit, des prises de vue dans différentes situations. En cas de catastrophe, en cas de problème, avoir un équipement qui pourra aller où l'homme ne peut pas aller pour avoir et donner à ce dernier une vue d'ensemble. Avec 905 étudiants repartis dans le campus de Douala au Cameroun et Pointe-Noire au Congo, depuis 21 ans, l'Institut UCAC-ICAM, avec l'appui de nombreux partenaires en zone CEMAC et en République démocratique du Congo, assure aux étudiants pendant 5 ans des formations professionnalisantes comme ingénieurs généralistes pouvant intervenir dans tous les domaines de la vie. Kevin Tokomaela, étudiant dans la même école, spécialité génie des procédés, compte ainsi lutter contre le réchauffement climatique, à l'origine des changements et bouleversements climatiques qui entraînent en fonction des régions, des inondations ou la sécheresse en Afrique. Pour le faire, ces jeunes ingénieurs comptent s'appuyer sur l'énergie renouvelable. Je suis un passionné d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable. Et l'idée de créer une start-up dans ce domaine qui permettrait d'exploiter la puissance hydrographique de notre pays, plus globalement de la sous-région et du continent, serait quelque chose c'est une chose à laquelle j'aspire et dont je serais fier demain. Le monde d'aujourd'hui est soumis à énormément de contraintes, que ce soit les contraintes climatiques, les contraintes environnementales. Tout cela est dû au réchauffement climatique à cause de l'utilisation abusive des énergies fossiles. Alors nos solutions à nous s'inscrivent dans la transition écologique afin de passer des énergies fossiles aux énergies vertes. Pourquoi? Dans le but de réduire notre impact environnement, réduire notre production de CO2 afin de limiter l'effet de serre et s'inscrire dans un cadre de développement durable. Autre jeune ingénieur aux grandes ambitions, voici Brian, qui travaille sur la cybersécurité et compte œuvrer pour la protection des données et des informations capitales pour la sécurité des États. Il s'agit, et surtout dans le contexte africain, de pouvoir sécuriser nos informations et de ne pas tout le temps s'exporter au niveau de l'étranger pour sécuriser nos informations. Nous avons
la capacité de le faire nous-mêmes ici. Ce que je veux apporter en fait, c'est d'abord mon expertise, montrer que toutes ces banques-là, par exemple, qui ont des structures ici en Afrique, pour pouvoir par exemple faire les tests des équipements, on peut bien tout aussi les faire ici en interne. Pas forcément tout le temps, par exemple, faire venir des consultants étrangers ou par exemple, on envoie carrément, on déporte l'application au niveau du service étranger pour pouvoir tester. Et mon objectif en fait, c'est de pouvoir monter un protocole donc fait par nous les Africains, un protocole qui va permettre de correctement chiffrer les informations de manière à rendre les communications illisibles par une tierce personne. L'acquisition et l'intégration des connaissances et compétences s'appuient ainsi sur la qualité de la formation à la base. On apprend à nos étudiants à apprendre en continu. On leur donne les outils pour être en posture perpétuelle de mise en niveau et de montée en niveau, notamment à travers les pédagogies actives, en approche par compétence, en approche par projet. Et cela leur permet d'être assez autonomes dans leur processus d'apprentissage, autonomes dans leur manière d'aborder les problématiques et autonomes dans la résolution des situations. On veut que nos ingénieurs aient la capacité de se déployer dans toutes les différentes disciplines industrielles et scientifiques, et même techniques. Donc, inculquer à nos ingénieurs la capacité à se mettre à un niveau en termes de recul sur la société, les besoins auxquels ils peuvent apporter des solutions et produire de la valeur. Au-delà du génie, de la volonté et de la détermination parfois inspirée des modèles, il faudra bien plus à ces jeunes ingénieurs pour impacter de manière efficiente le développement des pays africains. Il faudrait que les différents systèmes politiques soient pensés de manière à permettre aux jeunes comme nous d'entreprendre au quotidien, mais également la confiance des différents financeurs et les différentes banques, de manière à avoir les financements adéquats et la confiance en nos capacités, parce qu'entre nous, nous savons que nous sommes compétents et nous sommes capables de faire et de porter haut l'Afrique. Mais pour ça, il faut qu'on nous donne les moyens, qu'on nous donne l'opportunité et qu'on nous fasse confiance. 90% des jeunes ingénieurs formés dans cette école réussissent à être insérés dans le monde professionnel. L'Institut UCAC-ICAM ne se contente pas de faire grandir sa fabrique de leaders africains, mais offre aussi, dès la 4e année de semestre, d'échanges non obligatoires dans le site ICAM France ou dans leurs universités partenaires dans le monde. Ces jeunes ingénieurs travaillent généralement dans leur pays d'origine. Certains d'entre eux continuent en master spécialisé ou MBA pour valoriser une compétence spécifique à l'étranger avant de revenir au pays, tandis qu'un petit nombre préfèrent entamer leur carrière professionnelle à l'international. C'est le moment de retrouver notre invité Gagan Gupta. Il est à l'origine de la zone économique spéciale de Hancock au Gabon, où nous nous sommes rendus la semaine dernière dans Business Africa. Avec ce modèle, c'est selon lui tout un écosystème qui est en train de naître et de changer la donne pour l'industrialisation et les exportations de l'Afrique. Je l'ai rencontré à Libreville pour mieux comprendre sa vision. Bonjour Gagan Gupta, merci d'accueillir Initiative Africa ici à Libreville au Gabon. Hi Asha. Donc, les pays africains sont confrontés à de nombreux défis comme le chômage élevé, le manque de transformation locale, le réchauffement climatique. Comment les parcs industriels développés par Arise IIP peuvent-ils contribuer à relever ces défis ? L'objectif fondamental lorsque nous avons créé Arise était de relever 3 défis mondiaux. Le premier concernait le chômage, le deuxième l'inégalité des revenus et le troisième la préservation de la nature. Nous pensons depuis longtemps que l'Afrique exporte des matières premières et que lorsqu'elle exporte des matières premières, c'est comme si elle exportait de l'emploi. Lorsque vous importez des produits finis, vous importez en fait du chômage parce que, vous savez, lorsque vous exportez des noix de cajou brutes ou du bois brut, vous perdez 5 à 10% de la valeur globale et il n'y a pas d'emplois créés. Lorsque vous commencez à transformer le produit à l'intérieur du pays, alors vous créez des emplois. Et cela a 3 effets. Premièrement, lorsque vous créez de la valeur à l'intérieur du pays, le propriétaire de la ressource, par exemple l'agriculteur qui produisait la noix de cajou, obtient le juste prix en éliminant tous les intermédiaires. Deuxièmement, ce processus permet de créer des emplois. Troisièmement, du point de vue de la nature, tous ces produits partaient en fait vers l'Asie et revenaient en Europe. Et cela produisait donc une énorme empreinte carbone. En industrialisant les ressources produites dans le pays même, on s'attaque à ces 3 problèmes. Le Gabon est un bon exemple. Il exportait des troncs d'arbres, comme vous l'avez vu ce matin, et cela ne créait pratiquement pas d'emplois. Aujourd'hui, vous l'avez vu ce matin, que les troncs d'arbres sont transformés en plaquage pour fabriquer du contreplaqué et des meubles. Environ 10 000 personnes viennent travailler dans la zone industrielle. Voilà un bon exemple de la manière dont l'industrialisation peut contribuer à résoudre ces 3 problèmes. Comment les zones économiques de Rise IIP contribuent à l'industrialisation du continent africain ?
Je pense donc que nous devons comprendre pourquoi l'industrialisation n'a pas eu lieu auparavant et quels sont les principaux goulots d'étranglement qui l'empêchent de se produire. Si vous regardez le Gabon, le Bénin, ces pays exportent des matières premières depuis des centaines d'années. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent construire une zone industrielle que la législation va se mettre en place. Et nous devons vraiment comprendre les raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit. Si vous regardez le Gabon ou le Bénin, ce qui se passait généralement, c'est que ces matériaux étaient exportés à l'état brut. Et pourquoi cela se produisait-il? Parce qu'il n'y a pas d'écosystème. Et ce que j'entends par écosystème, il n'y a pas de cadre politique. Les pays n'ont pas des lois claires sur les zones économiques spéciales ou sur la transformation. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour créer le cadre législatif, ce que j'appelle l'infrastructure soft. Ensuite, nous construisons l'infrastructure physique. Il s'agit des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'usine de traitement des effluents, de sorte qu'en tant qu'investisseur, vous avez toutes les infrastructures nécessaires pour être opérationnel et démarrer votre industrie tout de suite. La troisième chose concerne des solutions logistiques. Dans la plupart de ces pays, la logistique est le goulot d'étranglement. C'est pourquoi dans chaque zone industrielle, nous construisons un port sec. Nous construisons des entrepôts pour que les clients n'aient pas à investir dans l'infrastructure. Quatrièmement, nous comblons toutes les lacunes qui sont nécessaires d'un point de vue commercial. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, que si nous transformons du bois, nous avons besoin de personnes formées dans le secteur du bois. Nous avons donc construit un centre de formation professionnelle où nous pouvons former des personnes dans le secteur du bois. Au Bénin, nous avons construit une zone industrielle pour le coton. Nous avons un centre de formation qui forme les gens à la confection. Nous comblons ainsi le retard en matière de formation professionnelle. En comblant ces 4 lacunes, nous nous assurons que l'intercession peut avoir lieu. Quelles sont les stratégies déployées par Arise IIP pour assurer la durabilité des chaînes de valeur à long terme? L'un des principaux facteurs de différenciation de toutes les zones industrielles construites par Arise, nous construisons actuellement 10 zones industrielles en Afrique. Et notre principal objectif, qui est différenciateur, concerne la durabilité. Pour nous, la durabilité n'est donc pas une case à cocher, mais elle fait partie intégrante de notre modèle économique. Ainsi, dès que la matière première provient des agriculteurs de la forêt, nous veillons à ce qu'elle soit entièrement traçable, vérifiable, et nous pouvons en fait remonter jusqu'à l'agriculteur d'où elle provient, ou jusqu'aux coordonnées GPS d'où proviennent le produit. Cela permet de garantir la traçabilité de la matière première. Deuxièmement, pour toutes les chaînes de valeur que nous exploitons, nous réalisons ce que nous appelons une évaluation de cycle de vie du carbone, ce qui signifie que nous mesurons l'impact carbone de l'ensemble de la chaîne de valeur et nous le comparons à ce qui se passait avant nos opérations de transformation qui ont eu lieu actuellement dans le pays. Ainsi, si vous prenez par exemple le coton ou le bois, nous avons dit plutôt que le bois du Gabon allait en Chine et revenait en Europe. Quelle est l'empreinte carbone? Ce qui est maintenant transformé ici est acheminé vers le marché final et toutes les chaînes de valeur auxquelles nous participons, nous veillons à ce qu'il y ait une réduction de l'impact global sur le climat et de l'impact sur le carbone par rapport au passé. Aussi, toutes les zones industrielles sont très axées sur la circularité. Ainsi, ce matin, la zone industrielle que vous avez vue, avant notre installation ici et à la construction de cette zone industrielle au Gabon, l'utilisation du bois, c'est-à-dire lorsque vous mettez un mètre cube de tronc pour la transformation, vous n'utilisez que 40% et les 60% restants partent à la poubelle. Aujourd'hui, la production dans la zone industrielle a augmenté de plus de 80%. Ainsi, même les déchets que vous auriez pu voir sont maintenant transformés en panneaux de particules. C'est un bon exemple. Ou encore, les bouteilles en plastique sont utilisées comme matériaux d'emballage. C'est ainsi que nous intégrons la durabilité dans nos activités. Depuis le lancement de la première zone économique spéciale de Rise IIP au Gabon, de nombreuses nouvelles zones sont désormais en construction ou en développement dans plus de 10 pays africains. Quelles sont vos ambitions? Actuellement, Arise est présent dans 10 pays, parmi lesquels nous avons la zone industrielle du Gabon, qui se concentre sur le bois et qui est actuellement opérationnelle. Nous avons le Bénin, et dans ces zones industrielles, nous nous concentrons uniquement sur la transformation du coton, du soja et de la noix de cajou, qui est opérationnelle également. Nous avons le Togo, qui se concentre sur le coton, le soja et d'autres produits agricoles, qui est également opérationnel. Nous avons la Côte d'Ivoire, qui est en construction. Nous prévoyons qu'elle sera opérationnelle vers la fin de cette année. Nous sommes en République du Congo, qui transforme le bois. Elle devrait être opérationnelle cette année. Nous sommes également présents au Tchad, au Nigeria et en Sierra Leone. Et nous prévoyons que la plupart de ces zones seront opérationnelles soit au cours du trimestre de cette année, soit au cours du premier ou du deuxième trimestre de l'année prochaine. La vision de Rise est donc fondamentalement de s'assurer que chaque pays se concentre sur la transformation de ses matières premières à l'intérieur du pays et construire des industries pour remplacer les importations. Au cours de la phase actuelle de développement, qui s'achèvera en 2024, le système sera opérationnel dans 10 pays, puis dans 5 ou 6 pays au total en 2025. Notre vision à long terme est donc d'être présent dans 18 à 19 pays d'ici la fin de 2025 et de veiller à ce que, d'ici 2030, nous ayons atteint notre objectif de créer 1 million d'emplois directs et d'ajouter près de 100 milliards de dollars au PIB de l'Afrique.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Comment se débarrasser des idées noires et peut-être même de quelques kilos superflus? À Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, on assiste à un boom de start-up spécialisées dans le sport et le fitness. Est-ce un nouveau débouché économique? Pour en savoir plus, notre journaliste Jean-David Miamlé a suivi l'itinéraire d'un coach avec les images de Brice Kinou. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Sur la plage de sable fin, des sportifs infligent des sévices à leur corps. En quelques mois, le nombre de salles de sport et de clubs de fitness a doublé dans la ville. L'on dénombre déjà 10 salles de sport et de fitness en dehors des grands hôtels. À lui seul, le coach Desti supervise 3 salles de sport. Oui, je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. Je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile à plusieurs personnes. Ensuite, je travaille ici comme coach principal. À la plage, oui, je donne des cours à la plage. Comme je vous ai dit, j'ai créé un concept No Limit. Ça, c'est un concept qui permet d'aider toutes les personnes qui n'ont pas les moyens déjà. Un abonnement mensuel dans une salle de sport varie en moyenne entre 25 et 100 euros. Au moment où la COVID-19 déstructure le lien social et entretient la morosité, le sport est perçu comme une bouée de sauvetage porteuse d'espoir. Pour moi, le sport est la chose la plus importante pour moi en ce moment, pour ne pas dire en termes de divertissement. Parce que pour moi, en ce moment, le sport devient presque tout pour moi. Je fais maintenant du sport un de mes alliés et je veux me perfectionner dans le sport. Je veux montrer aux gens qu'on peut se surpasser de ses limites. Pour cette dame, abonnée à un club de remise en forme de Pointe-Noire, le sport confère santé et bien-être. Je pratique le sport pour garder la bonne santé, éviter les petites maladies et surtout garder la forme. Parce que le sport avec le coach Desti, déjà que ça se passe super bien parce qu'il nous encourage et nous motive à nous dépasser. Pointe-Noire compte déjà 50 coachs formés sur place par des mentors expérimentés ou alors des structures en Afrique du Sud ou en RDC voisine. Le coach conseille alors le sport pour préserver la santé. Le sport, normalement, n'est pas une chose à faire qu'à titre curatif. Pourquoi je le dis? Parce que le sport, c'est un truc d'abord qui est naturel. Moi, je conseille les gens de faire du sport à titre préventif. J'incite à toutes les personnes qui n'ont pas, c'est pas un désir, qui n'ont pas cette motivation de faire du sport, de ne pas attendre que le médecin pour lui dire va faire du sport. L'activité est encadrée par le ministère des Sports qui octroie des autorisations de fonctionnement. Le coach Desti estime que le secteur du sport par le bien-être est porteur au Congo. C'est des réponses, et moi, en Afrique, les gens se disent que les sportifs, c'est les gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas intellects, et que le sport ne peut pas payer les factures. Moi, aujourd'hui, si je suis là maintenant, en train de vous parler, c'est parce que le sport que moi je fais, le sport que je donne aux gens, qui fait du bien à certaines personnes, paye mes factures. L'année prochaine, le coach Desti Zila envisage l'ouverture de 2 salles de sport et de remise en forme à Pointe-Noire, notamment. Voir l'Afrique comme un marché lui-même porteur et pas seulement exportateur. C'est le pari de notre invité Gagan Gupta. Il nous explique dans la deuxième partie de son interview comment il ouvre les zones économiques spéciales africaines au business avec pour but de promouvoir le Made in Africa. Écoutons-le. Selon vous, comment le contexte actuel marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19, l'impact de la guerre d'Ukraine et le changement climatique rebat les cartes des chaînes de valeur mondiales?
Je pense que les 2 ou 3 dernières années ont cristallisé ce qui se passe depuis 10 ans, mais ont vraiment accéléré le réalignement des chaînes d'approvisionnement mondiales, et je classerai tous les changements en 3 ou 4 catégories principales. La première catégorie concerne les tensions sur le climat. Si l'on revient 10 ans en arrière, il n'y avait pas de discussion sur le climat dans la chaîne d'approvisionnement. La discussion portait sur la manière dont ma chaîne d'approvisionnement pouvait être la plus rentable possible. Elle n'était pas résiliente. Aujourd'hui, la discussion évolue et s'oriente vers la question suivante. Ma chaîne d'approvisionnement est-elle durable? Ce qui signifie que les gens commencent à prendre en compte le climat dans leurs décisions. Le deuxième changement qui se produit, c'est que si vous regardez 10 ans en arrière, toutes les discussions dans les conseils d'administration portaient sur la stratégie à adopter à l'égard de la Chine. Comment je vais être présent en Chine? Aujourd'hui, la discussion porte sur ma stratégie Chine, mais plus encore. Comment vais-je pouvoir m'approvisionner dans plusieurs pays en dehors de la Chine? L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement s'éloigne donc de la rentabilité pour s'orienter vers la résilience. Je pense que lors du Covid, comme vous l'avez souligné à juste titre, nous avons constaté qu'environ 90% de la masse provenait d'un seul pays. L'autre grand changement qui se produit est qu'auparavant, les pays européens et américains ne se concentraient pas tellement sur l'approvisionnement en Afrique. Maintenant qu'ils commencent à penser qu'ils doivent commencer à s'approvisionner dans d'autres parties du monde, les choses changent. La troisième chose qui change est la démographie elle-même. En Chine, la main-d'œuvre diminue, mais le PIB par habitant augmente. Certaines des industries qui étaient viables en Chine ne le sont donc plus, et ces industries se déplaceront vers d'autres grandes zones géographiques. Nous l'avons déjà constaté par le passé. Si vous regardez le passé, l'ensemble de l'industrie textile se trouvait au Royaume-Uni, puis elle s'est déplacée en Chine. Et je pense que l'industrie textile quittera la Chine pour s'installer dans d'autres régions du monde. Je pense donc que la confluence des événements survenus au cours des 4 dernières années accélère le déplacement de l'industrialisation de l'Asie du Sud-Est vers l'Afrique, ou plutôt là où se trouvent les ressources ou les consommateurs. Les chaînes d'approvisionnement s'orientent donc vers le nearshoring plutôt que vers l'offshoring, comme c'était le cas dans le passé. L'industrialisation n'a jamais été perçue comme un secteur attractif par de nombreux jeunes. Qu'en est-il de la jeunesse? Comment attirez-vous les jeunes talents? Ce matin, j'étais dans une usine de la zone économique spéciale et j'ai vu qu'il y avait des jeunes écoliers et écolières découvrant comment les personnes transformaient le bois dans ces usines. Je pense que vous avez soulevé une question très fondamentale, car aujourd'hui, si vous regardez l'Afrique subsaharienne, il y a environ 29 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et ce chiffre va augmenter pour atteindre environ 120 millions de personnes dans les 6 prochaines années. Il est très important de créer des emplois à tous les niveaux, car il n'y aura pas seulement des emplois pour les ingénieurs ou les techniciens. Il faut des emplois à tous les niveaux, et il faut savoir que tous ces gens ne deviendront pas des ingénieurs à leur sortie de l'université. En tant qu'entreprise, nous nous attachons donc à créer des emplois dans tous les secteurs, et il est très important d'éduquer les enfants à ce sujet. Nous avons donc pris diverses mesures. Tout d'abord, nous gérons les instituts de formation professionnelle qui permettent aux gens d'apprendre les métiers et les compétences nécessaires dans ce secteur. Ils deviennent ainsi employables. Deuxièmement, dès leur plus jeune âge, nous emmenons les étudiants visiter les zones industrielles et leur montrer que ce travail est tout aussi important pour le pays et qu'il fait partie de la chaîne de valeur globale, ce qui permet aux gens de l'apprécier. Et je crois que nous avons vu, vous savez, nous avons fait une publicité au Bénin pour attirer les gens vers, vous savez, une porte ouverte pour informer et recruter les gens. L'annonce visait à recruter 1 millier de personnes. À notre grande surprise, 146 000 personnes se sont présentées. Cela montre qu'il y a suffisamment de gens qui veulent venir travailler dans le secteur. Il suffit de s'assurer qu'ils reçoivent les bonnes informations et qu'ils sont bien rémunérés. Et le Made in Africa sur les marchés internationaux? Les produits africains n'ont pas toujours été promus et commercialisés pour être considérés comme des articles haut de gamme. Qu'en pensez-vous? Car ce matin, j'ai également visité un magasin de produits de luxe de très haut de gamme. Acha, je pense que vous avez soulevé une question très importante que les gens ignorent, à savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique elle-même va devenir un marché massif. La demande est massive en Afrique et la plupart du temps, les gens se concentrent sur l'exportation en dehors de l'Afrique. En tant qu'entreprise, nous nous concentrons donc sur ces 2 choses. Premièrement, nous voyons que nous pouvons exporter en Afrique et deuxièmement, ce que nous pouvons exporter ailleurs. Je commencerai par un bon exemple. Nous avons construit une usine de soja dans notre zone industrielle au Togo et tout le monde pensait que nous allions exporter vers l'Europe. À notre grande surprise, l'usine de soja est maintenant exportée au Ghana. Auparavant, le Ghana importait ce produit d'Argentine. Il y a donc une demande massive en Afrique et nos zones industrielles cherchent également à y répondre. Pour en venir à votre question, nous nous attachons à mettre les usines africaines à l'échelle mondiale et nous avons commencé avec Akiba, notre marque de meubles dont nous avons ouvert le premier magasin à Miami cette année, aux États-Unis. Et nous envisageons d'ouvrir dans d'autres parties du monde. Je pense que c'est un voyage qui ne se fera pas du jour au lendemain.
C'est un voyage de 5 à 10 ans et il faut commencer par mettre en place le bon produit, le bon marketing. Et surtout, ces produits sont très durables et traçables. C'est pourquoi nous croyons fermement que dans les temps à venir, le Made in Africa deviendra un produit très demandé. Et qu'aimeriez-vous dire aux entreprises européennes qui nous regardent aujourd'hui? Les gens me demandent souvent pourquoi les entreprises européennes ne sont pas présentes. Je pense qu'ils comprennent aussi pourquoi les entreprises européennes ne sont pas là. Parce que ces produits que nous transformons traditionnellement allaient en Asie pour être transformés. Elles n'allaient pas tellement vers l'Europe pour la transformation. Si l'on considère le bois, environ 80% des exportations de bois sont destinées à la Chine ou à l'Asie pour la transformation. Il est donc naturel que ces entreprises viennent s'installer ici. Mais ce que je veux dire aux entreprises européennes, c'est que ces zones industrielles sont très importantes pour la réussite de ces pays. Et deuxièmement, en tant qu'entreprise, elles ont tellement de savoir-faire technique, tellement d'expertise qu'elles peuvent partager avec les entreprises d'ici et créer de belles joint ventures, et plus important encore, ramener ces produits sur leur marché et obtenir de bons retours sur investissement. Je dirais donc que ces pays sont ouverts au business et surtout, dans nos zones industrielles, nous créons un écosystème où tout peut être réglé en moins de 2 jours et où vous pouvez démarrer votre activité en moins d'1 mois. Et plus important encore, obtenir un retour sur investissement correct, plus dans une atmosphère très amicale. Merci, Gagan Gupta. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Gagan Gupta ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.